Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre notre incursion dans la typologie des métaphores au sens de Lakoff et Johnson. Donc je vous avais présenté la semaine dernière ces trois types de métaphores. Métaphores structurelles du type l'amour est un voyage, le temps c'est de l'argent, métaphores d'orientation, et je m'étais arrêté là-dessus, qui donc organisent des concepts selon des paramètres spatiaux, et puis les métaphores ontologiques que nous allons voir aujourd'hui. Les métaphores d'orientation, j'y reviens très rapidement, hein. Nous avions vu ces exemples en particulier donc fondés sur l'axe haut-bas, avec des formules ou des types de phrases du type le bonheur est en haut, la tristesse est en bas, enfin disons des phrases qui mettent en évidence cette métaphore, hein, ça m'a remonté le moral, etc., etc. Et puis on avait vu que chacune de ces métaphores a un fondement physique. Alors ça c'est extrêmement important puisque en réalité la thèse de Lakoff, c'est quand même l'idée que notre système cognitif est fondé sur des propriétés physiques de notre cognition, tout au moins de la relation entre le monde et notre système cognitif. Hein. Donc il y a un fondement non strictement intellectuel, si vous voulez, aux métaphores. Bon, le conscient est en haut, l'inconscient est en bas. On avait vu également que la santé, la vie sont en haut, la maladie, la mort sont en bas, et que, outre l'axe haut-bas, il y avait ces distinctions, enfin ces oppositions. Enfin, disons, non, pas outre l'opposition en bas, au bas, d'autres manifestations de cette métaphore d'orientation haut et bas disons, il y a d'autres métaphores spécifiques qui proviennent de la même orientation. Hein. Donc on a bien ici un système de concepts, c'est-à-dire il y a un ensemble de choses qui sont plutôt en haut, plutôt en bas, et il y a une certaine systématicité dans la répartition de ces paramètres spatiaux. Il y a une motivation, c'est-à-dire l'idée c'est quand même, l'idée fondamentale est de dire que ça n'est pas un hasard si on dit je suis aux anges, I'm up, I'm down, ça n'est pas juste le hasard des langues, on a choisi comme ça, d'une manière un peu arbitraire, le haut pour dire le bonheur. Non, il y a une motivation réelle à ces choix, avec d'éventuelles variantes culturelles, bien sûr, mais un certain nombre, on y reviendra, de ces métaphores conceptuelles sont assez générales, disons, assez universelles. Bon, en considérant l'article du TLFI sur haut, bas, on avait vu que on ne peut pas repérer toutes les métaphores conceptuelles à partir du lexique, parce que le lexique ne les enregistre pas nécessairement, et puis que Lakoff et Johnson laissaient de côté un certain nombre de métaphores, les métaphores perceptives, hein, du type l'intense est en haut, l'aigu est en haut, etc. On a l'impression que ça les intéresse moins, ce type de métaphore, alors que ça joue quand même un rôle important, on y reviendra plus tard, notamment à partir de la notion de correspondance intermodale. Alors, voici quelques-unes des principales conclusions que Lakoff et Johnson donnent sur cette notion de métaphore d'orientation. Donc, ils considèrent que la plupart de nos concepts fondamentaux, alors il faudrait s'entendre sur ce que ça signifie, hein, mais bon, la plupart de nos concepts fondamentaux sont organisés en fonction de métaphores d'orientation spatiale. C'est difficile de faire la liste des concepts fondamentaux, hein, mais bon, donc il y a quand même un pari ici. Hein, ils n'ont pas montré que N% de nos concepts fondamentaux sont fondés sur des métaphores d'orientation spatiale.
c'est une proposition qui n'engage qu'eux, hein, mais il faudrait quand même, pour être en mesure d'affirmer une chose pareille, être capable de disposer d'une sorte d'inventaire complet des concepts fondamentaux, hein, et de pouvoir dire lesquels sont effectivement orientés, organisés en fonction d'une métaphore d'orientation spatiale. Ensuite, il y a une systématicité dans chaque métaphore spatiale, ça on l'a vu, une systématicité externe des métaphores, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses en haut, un certain nombre de choses en bas, on l'a vu. Le point sur lequel j'insistais tout à l'heure, qui joue un rôle fondamental dans la théorie de l'embodiment, c'est-à-dire de l'incarnation, c'est l'enracinement des métaphores dans notre expérience culturelle et physique. Elles ne sont pas arbitraires, hein. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si la santé, le bonheur, tout ça sont en haut et la maladie sont plutôt en bas, c'est que notre expérience culturelle et physique nous amène à percevoir l'abaissement du corps ou l'effondrement du corps comme quelque chose de négatif. Donc c'est pas tellement, au fond, la position basse qui, à mon avis, compte du point de vue expérientiel. C'est plutôt du point de vue de l'expérimentation, enfin du point de vue de l'expérience culturelle et physique, le fait de passer du haut en bas, c'est-à-dire de tomber, de s'effondrer, etc. Les fondements physiques et sociaux des métaphores conceptuelles sont divers. Alors, par exemple, il donne cet exemple que ce lien entre le bonheur et le large, et le malheur et l'étroit. Angoisse, angustia, ça veut dire étroitesse. Hein. L'angoisse, c'est un passage étroit. Un homme expansif, vous voyez. Bon. Donc, il y a bien cette métaphore qui existe, c'est-à-dire le large. D'ailleurs, c'est Jean-Louis Chrétien qui a écrit récemment, il y a 4-5 ans, un livre qui s'appelle La joie spacieuse. Hein, il y a toute une tradition philosophique autour de l'idée qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, de l'expansion dans la joie, le bonheur, etc. Hein. D'où l'élargissement du sourire qui étend le corps. D'où aussi probablement l'association entre, dans l'opposition entre la maigreur et le fait d'être bien en chair, enfin une opposition entre être bien, expansif, et puis être sec, dur, etc. Hein. Il y a sans doute quelque chose qui est du même ordre là. Bon, alors, simplement, il considère que cette métaphore conceptuelle qui associe le large au bonheur et l'étroit au malheur, supposons, hein, n'est pas une métaphore dominante. La métaphore dominante, c'est plutôt le haut et le bas, sur l'opposition bonheur, tristesse ou bonheur-malheur. Et puis, l'autre point qu'ils apportent, c'est l'idée que cette analyse des métaphores conceptuelles à partir de métaphores d'orientation vaut également pour des concepts scientifiques, pour des concepts qui n'ont pas un rapport, si vous voulez, de proximité avec l'expérience quotidienne. Alors, par exemple, quand on parle de particules à haute énergie, l'idée défendue ici, c'est que une théorie scientifique sera d'autant plus attractive que ces métaphores conceptuelles correspondent à notre expérience. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre cela, mais il y a une façon tout au moins qui est très pertinente, hein, et qui aujourd'hui, à partir d'un certain nombre de travaux, notamment en psychologie cognitive, sur ce qu'on appelle les connaissances naïves, montre que c'est très juste. C'est-à-dire que on a des connaissances naïves, c'est-à-dire des connaissances sur le monde qui sont spontanées. Hein. On sait que si on lâche un objet, il tombe, enfin je veux dire des choses comme ça que les enfants appellent. Et puis il y a des connaissances naïves liées à toutes sortes
de processus élémentaires, et notamment dans le cas des processus arithmétiques. Et bon, je ne peux pas vous expliquer ça dans le détail, mais des psychologues qui travaillent sur l'apprentissage des mathématiques à l'école élémentaire montrent que dès qu'on sort des choses intuitives, c'est-à-dire, pour vous prendre un exemple tout bête, diviser, c'est partager. Hein, on apprend à diviser, c'est partager. On apprend la division, on a un gâteau, il y a 5 enfants, on veut le partager en 5 personnes. Donc ça marche très bien. Mais ça marche tant qu'on divise par un nombre plus petit. C'est-à-dire ça marche sur 1 divisé par... si on a un gâteau qu'on peut diviser en 5 parties, cette notion qu'on va diviser fonctionne. Et dans les nombres, ça suppose donc qu'on ait, par exemple, je ne sais pas moi, 10 divisé par 5, etc. Mais dès qu'on a, par exemple, un demi, 1 divisé par 2, on obtient dans la division quelque chose qui est beaucoup moins intuitif, qui ne correspond pas à l'idée de partager. Je ne veux pas insister trop sur ce point, mais simplement, on peut comprendre cette notion de métaphore conceptuelle qui serait, disons, cette idée que les théories scientifiques fondées sur des métaphores conceptuelles habituelles correspondent aux connaissances naïves. Correspondent aux connaissances naïves, et dans ce cas-là, elles sont apprises plus facilement, etc. etc. Bon, c'est ce qui fait que, par exemple, la mécanique quantique est extrêmement difficile à comprendre, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je passe donc là au troisième type de métaphore, la métaphore ontologique. Alors, la métaphore ontologique, elle consiste à comprendre nos expériences en termes d'identité et de substance. Pas d'identité, il y a une coquille là, c'est en termes d'entité et de substance. Je corrige tout de suite. Voilà. En termes d'entité et de substance. Alors, dans ce type de métaphore, le domaine source, c'est le monde physique, et le domaine cible, n'importe quel domaine qui appartient au monde non physique. Donc, vous voyez que l'idée sous-jacente ici, c'est que nous avons un accès plus facile, plus immédiat, plus direct au monde physique, et c'est pour cette raison que notre expérience du monde physique sert de source pour conceptualiser des choses non physiques, hein, qui sont donc plus complexes. Alors, le cas des entités est illustré par des métaphores de ce type-là. Donc, vous voyez, l'inflation, c'est une chose très abstraite, hein, du point de vue économique. Elle est perçue comme une entité dans une phrase comme celle-ci: l'inflation dévore une grande partie de nos revenus. L'esprit est une entité, soit au sens de l'esprit est une machine, mon esprit est incapable de fonctionner aujourd'hui, il ne tourne pas rond, soit au sens de l'esprit est un objet fragile, il a craqué à l'interrogatoire. Donc, vous voyez, l'esprit, l'inflation, ce sont des concepts tout de même très abstraits. Nous avons tendance, via les métaphores conceptuelles, à les conceptualiser en termes de choses concrètes. Alors, il y a d'autres types de métaphores ontologiques. Donc, dans « Ma peur des insectes est en train de rendre folle ma femme », disons que là, la notion de peur est vue également comme une entité. La quantification, c'est l'idée que la patience, évidemment, ça ne se mesure pas en poids. Hein, je veux dire,
Donc quand on dit beaucoup de patience, on ne se rend pas compte, mais c'est une métaphore conceptuelle, parce que le beaucoup, c'est une quantité d'un certain nombre de substances. L'identification d'aspects, l'identification de causes, donc, écoutez, là aussi, c'est la brutalité de la guerre, le poids des responsabilités. On identifie un certain aspect d'une réalité ou certaines causes comme des entités. Ensuite, on a les métaphores du contenant, du type les champs visuels sont des contenants. Alors, le navire entre dans le champ de vision. Les états sont des contenants qui contiennent des événements ou des actions. Est-ce que tu es dans la course dimanche? Il sort du coma. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment, encore une fois, des genres de métaphores conceptuelles complètement imperceptibles, mais qui en sont tout de même. Parce que, est-ce que tu es dans la course au sens de est-ce que tu participes à la course? Ça veut bien dire qu'on voit la course comme un contenant et on est dedans ou pas. On aurait pu donner des exemples du type est-ce que tu es dans l'ambiance ou pas? On perçoit cette notion d'ambiance comme un contenant. Et puis enfin, il y a la personnification. D'ailleurs, la personnification aurait très bien pu être illustrée par cette phrase-là sur l'inflation dévore une machine. C'est sûr qu'il y a une entité, mais il y a aussi une personnification à cause du verbe dévorer qui requiert un sujet qui soit animé. Ce fait plaide contre les théories classiques. Normalement, c'est un être humain qui plaide. Là, ce fait plaide contre les théories classiques. L'objet physique, c'est pas un objet physique, c'est un objet en général, n'importe lequel, qu'il soit physique ou pas, est perçu comme une personne. Alors, une fois que Lakoff et Jensen ont exposé ces différents types de métaphores, ils développent leurs propos en se demandant si, par hasard, il y aurait des sortes de concepts de base que nous comprendrions directement sans avoir besoin de passer par des métaphores. Parce que s'il y a des métaphores, il y a des concepts de base. Je veux dire, le haut, le bas, s'ils sont la source des métaphores, ils sont des concepts de base. Donc, c'est la question qu'il pose dans la suite de l'ouvrage. Alors, par exemple, le haut renvoie à notre corporéité. Alors, évidemment, dans l'orientation dans l'espace, il y aurait, si on considère des coordonnées pour s'orienter dans l'espace, il y aurait d'autres possibilités. Mais c'est là qu'on voit d'où viennent nos concepts de base, c'est que les concepts spatiaux humains sont effectivement structurés par ces couples haut, bas, devant, derrière, droite, gauche, près, loin, etc., etc. D'où l'idée que la structure de nos concepts spatiaux émerge de notre expérience spatiale habituelle, de notre interaction avec notre environnement physique. Donc, il ne faut pas comprendre le haut comme une abstraction, mais comme notre expérience du haut. Et il donne, par comparaison, c'est presque une expérience de pensée là, est-ce qu'un être qui serait sphérique, et qui, au lieu d'être debout, qui marcherait, roulerait, il n'aurait sans doute pas une expérience, sa vie ne serait sans doute pas conditionnée par les mêmes métaphores conceptuelles que nous. Parce que, pour nous, le haut, le bas renvoie à la gravité, le devant, derrière, au fait que nos yeux sont orientés comme ça, etc. Donc c'est vraiment notre expérience corporelle qui est en jeu ici. Alors, on peut considérer cette citation en d'autres termes.
ce que nous nommons expérience physique directe ne se réduit jamais à la possession d'un corps d'un certain type. Nous dirons plutôt que chaque expérience a lieu sur fond de présuppositions culturelles. Alors pourquoi ils insistent sur ce truc qui a l'air un peu contradictoire? C'est parce qu'ils ne veulent surtout pas passer pour des objectivistes, c'est-à-dire pour des gens qui vont considérer que nos structurations conceptuelles sont uniquement issues de l'objectivité des propriétés de notre corps. Il est donc erroné de parler d'expérience physique directe comme s'il existait un noyau d'expérience immédiate que nous interpréterions à l'aide de notre système conceptuel. Les suppositions, valeurs et attitudes culturelles ne constituent pas une couche conceptuelle distincte que nous pouvons plaquer à notre guise sur l'expérience. Il serait plus correct de dire que toute expérience est entièrement culturelle et que lorsque nous faisons l'expérience du monde, entre guillemets, notre culture est déjà présente dans l'expérience elle-même. Pourtant, même si nous admettons que chaque expérience comporte des présuppositions culturelles, nous pouvons encore établir une distinction importante entre les expériences qui sont plutôt physiques, comme se mettre debout, et celles qui sont plutôt culturelles, comme prendre part à une cérémonie de mariage. Bon, alors vous voyez qu'ici, le propos semble un peu confus, je trouve, enfin, je pense que la raison qui explique cette espèce de gêne, là, enfin, qui n'est pas vraiment une gêne, je l'aperçois un peu comme ça, peut-être pas à juste titre, mais on a l'impression que Lakoff et Johnson prennent conscience tout d'un coup, avec leur analyse en particulier des métaphores d'orientation, que l'être humain serait structuré, si on part des métaphores d'orientation, hein, le haut, le bas, le devant, le derrière, etc., ça concerne tout être humain, quelle que soit sa culture. D'accord ? Puisque l'idée, c'est que nous ne sommes pas des êtres sphériques, nous sommes des êtres qui sommes debout et qui nous déplaçons. Donc, ça, ces propriétés physiques de l'être humain, elles sont communes à tout être humain, en tant qu'être humain, quelle que soit sa culture. Donc, la conséquence théorique, si on ne donne pas des garde-fous, ce serait de dire qu'à ce moment-là, il faudrait que les métaphores conceptuelles soient les mêmes, soient toutes universelles, mais elles ne sont pas universelles. Elles sont variables d'une culture à l'autre. On a vu d'ailleurs la semaine dernière que certaines métaphores conceptuelles, j'avais pris l'exemple de l'eau en Chine, sont spécifiques à une culture. Donc, il y a un enjeu pour Lakoff et Johnson à articuler la dimension culturelle et la dimension, disons, corporelle, hein, physico-corporelle, qui sert de base aux métaphores conceptuelles. Oui. Par exemple, pour les handicapés, est-ce qu'ils auraient les mêmes... Ben oui, effectivement, on pourrait imaginer à ce moment-là que... Mais je pense que oui. Hein. Par exemple, quelqu'un qui se déplace en fauteuil, je pense au bout d'un moment, il a une perception de l'espace conditionnée par le fait qu'il peut accéder facilement à tel endroit ou à tel autre. Mais, donc ça, c'est sa perception. Il ne va pas y avoir forcément des conséquences sur des conséquences sur la structuration du langage, etc., etc. Mais il est certain qu'en fonction de nos capacités physiques, nous avons une perception du monde qui est différente. Cette articulation entre disons, entre l'abstrait de dimensions comme haut, bas, près, loin, etc., et la dimension, alors je ne dirais pas culturelle, mais je dirais physique, corporelle, elle est aussi attestée par des données qui viennent d'ailleurs que de la linguistique. Alors, je vous cite juste comme ça, je n'ai pas la référence en tête, mais c'est une expérience très classique, qui montre que, en fait, lorsque vous demandez à des gens d'évaluer des distances,
alors je ne me souviens plus précisément des conditions de l'expérience, mais on demandait à des gens d'évaluer la distance en kilomètres ou en mètres, je ne sais pas, de tel ou tel, dans tel ou tel cadre. Je ne sais plus si c'était sur des images ou si c'était en réalité. Et en fait, le paramètre qu'on faisait varier, c'est on mettait un poids plus ou moins lourd sur le dos des personnes. Et évidemment, comme par hasard, quand les gens étaient chargés lourdement, ils percevaient les mêmes distances comme étant beaucoup plus grandes. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est quoi une distance pour nous ? C'est pas une distance dans l'abstrait, c'est quel effort je fais pour atteindre ce point distant. Et évidemment que le jour où vous avez 2 énormes valises à trimballer, le haut de la rue, ça vous paraît très loin, alors que d'habitude, ça vous paraît pas loin. Donc, le près et le loin, ça n'est pas juste un concept abstrait, ça a un sens pour notre corps, en fait. Hein, et c'est ce qu'a très très bien développé la phénoménologie, dont s'inspirent plus ou moins explicitement les travaux de la linguistique cognitive. Donc, il y a cette dimension corporelle qui est importante, mais là, il y a également cette idée que nous sommes immédiatement aussi culturels, hein, des êtres culturels, et donc il n'y aurait pas une couche physique primordiale et qui serait ensuite plaquée sur des phénomènes culturels. Hein. Donc je pense qu'ici, l'enjeu de cette prise de position de Lakoff et Johnson, il repose sur la distinction entre le point de vue du scientifique qui va analyser les choses en disant « oui, alors notre opposition bonheur-tristesse peut être analysée comme une métaphore conceptuelle fondée sur haut-bas », mais ça c'est le point de vue de l'analyste hein, qui va, expliquer le culturel par le physique, disons, hein, ou par le corporel. Mais du point de vue des sujets, cette différence n'existe pas en quelque sorte. Il n'y a pas une priorité du physique sur le culturel. Il y aurait seulement, hein, pour Lakoff et Johnson, des expériences plutôt physiques et d'autres qui sont plutôt culturelles. Mais elles sont liées. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une cérémonie de mariage, bien qu'elle soit fondamentalement culturelle, elle corresponde à certains types de comportements physiques hein, aussi. Et puis que être assis, être debout, même si c'est purement physique, ça peut avoir dans certains contextes une dimension culturelle, je ne sais pas, à l'église, voilà, dans l'église, dans les rites, si vous voulez, catholiques, on s'assoit, on se lève en fonction de ce qui est dit, etc., etc. Bon, donc, il y a toujours cette interaction entre le physique et le culturel. Faire court en étant assis ou en étant debout, il y a une différence sans doute aussi de perception, etc. Alors, autre disons, formulation de ces idées, nous ne prétendons pas que l'expérience physique, vous voyez, là c'est encore plus clair, est en aucune manière plus fondamentale que d'autres formes d'expérience, affectives, mentales, culturelles. Toutes ces expériences peuvent être aussi fondamentales que les expériences physiques. Nous soutenons plutôt que nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques. Autrement dit, que nous conceptualisons le moins distinct en termes du plus distinct. Alors là, il donne l'exemple de la préposition dans, donc ça c'est de la sémantique grammaticale. Comment est-ce qu'on analyse ? Alors là, d'un coup, on essaie de voir un peu des applications linguistiques. Hein. Ce type d'analyse va conduire à analyser la préposition dans à partir d'un sens spatial, qui est vu donc comme étant fondamental, pour aller vers d'autres significations dans le domaine social, Henri est dans les parachutistes, ou dans le domaine affectif, Henri est dans l'embarras. Donc, d'où le commentaire, le concept dans émerge dans la première phrase directement de l'expérience spatiale, de façon claire et distincte. Ce n'est pas un cas de concept métaphorique. Donc, il y a bien, hein, pour répondre à la question que je posais au début, est-ce qu'il y a des concepts qu'on comprend directement sans métaphore ? Oui,
dedans, dehors, au bas, etc. On comprend directement sans métaphore. Donc il y a bien un ordre, hein, quand même. Il y a bien un ordre des choses. Hein. On conceptualise, disons, oui, le non-physique en termes physiques, c'est-à-dire que il y a des sortes de concepts primordiaux qui servent de source à d'autres concepts, hein, dans les métaphores conceptuelles. Alors, ce type d'analyse, donc qui repose, vous voyez, sur une métaphore conceptuelle aussi. Hein. Là, c'est une métaphore, disons, de type ontologique. Les groupes sociaux sont des contenants. Lorsqu'on dit Henri est dans les parachutistes et dans l'armée, dans les parachutistes, ça fait un peu bizarre, hein, mais on dirait dans l'armée plutôt, ou dans la police, ou dans l'éducation. Oui. Chez les parachutistes. Oui, bah là, c'est pas vraiment, mais dans, vous voyez, dans pour dire qu'on appartient à un groupe social. On dirait, je veux dire, il est dans l'éducation, il est dans la culture, voilà, on dit ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, d'ailleurs, je pense que je l'ai pris dans la traduction française. Hein. Donc c'est vrai que, bon, c'est une phrase assez bancale. Dans la cuisine, ça marche très bien, dans l'embarras, ça marche très bien, mais dans les parachutistes, c'est un peu bizarre. Voilà, donc ces exemples montrent, je cite ces dernières phrases, ces exemples montrent donc qu'il est possible d'avoir des types d'expériences également fondamentaux, tout en ayant des conceptualisations des expériences qui ne sont pas également fondamentales. Donc vous voyez cette différence entre avoir une expérience dans laquelle il y a une indistinction entre les plans corporel, physique, social, culturel, etc., dans l'expérience, mais dans la conceptualisation de l'expérience, il y a une priorité pour les concepts qui viennent de notre expérience du monde physique. Donc, vous voyez, on comprend mieux, je trouve, avec cette formule-là, l'idée qui était préalablement exposée, c'est-à-dire que dire que nous conceptualisons à partir de concepts de base issus de notre expérience physique du monde ne veut pas dire que notre expérience du monde est fondée d'abord sur du physique et ensuite s'élargit vers du social, culturel, etc. D'accord ? Notre expérience du monde, elle est indissociablement mentale, physique, culturelle, etc. Mais notre conceptualisation, les modes de conceptualisation procèdent différemment. Alors, sur cette question du caractère fondamental de certaines métaphores, il y a un texte très intéressant dont je voudrais vous parler un tout petit peu, qui est la thèse de Grady, qui est donc, vous voyez, une thèse qui a été soutenu dans les années 90, hein, puisque il a eu son MA en 92, donc ça devait être, je n'ai pas noté la date ici. Donc c'est une thèse qu'il a faite avec Lakoff, hein, Fillmore, Slobin, donc avec des gens intéressants, qui porte donc sur les métaphores primaires. Alors, je vais vous montrer un petit peu, vous donner une idée de ce qu'il entend par métaphore primaire. Alors là, je vais aller chercher le texte carrément de la thèse. Voilà. Alors, est-ce que je peux défiler avec ça ? Ouais. Donc, ah oui, 97, vous voyez, donc fin des années 90. Alors, voilà, déjà, je le signale pour ceux d'entre vous qui allez peut-être travailler sur les métaphores conceptuelles, donc je le mettrai, si vous voulez, je mettrai un lien pour que vous puissiez accéder à ce texte. Bon, alors attendez, là j'ai des problèmes pour me déplacer avec ça, je vais le faire comme ça.
Donc, vous avez une première partie qui est donc, comme dans toute bonne thèse, hein, une partie introductive qui fait le point sur la question et qui donc part de la notion de métaphore conceptuelle chez Lakoff et Johnson, etc. Et puis, il défend une certaine approche particulière, mais qui en fait est une approche très fidèle à l'enseignement de Lakoff et Johnson. Et puis ensuite, vous voyez, chaque chapitre correspond à l'analyse plus serrée d'un certain nombre de métaphores conceptuelles qui apparaissent chez Lakoff et Johnson. Alors du type, les théories sont des bâtiments, hein. Donc il voit un certain nombre de problèmes et il essaie de retrouver les métaphores de base, des métaphores plus fondamentales. Les idées sont de la nourriture. Et puis, ce qui va m'intéresser, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on appelle ça, les annexes dans lesquelles il y a une liste des métaphores primaires. La façon qu'il a de repenser un petit peu le sujet, ce qu'il présente comme étant le modèle de référence de son étude, c'est un modèle que je vais vous montrer tout de suite, qui au fond correspond simplement à une clarification de l'analyse de Lakoff et Johnson. Hein. Donc, alors attendez, je vais diminuer un petit peu la taille pour qu'on voit tout entier. Bon, ça ne va pas s'effacer. Alors, si je fais comme ça me fait quoi? Ouais. Non, c'est pas mieux. Bon, voilà. Alors, vous voyez que ce schéma, il le présente dans un chapitre dans lequel il présente son apport personnel. Donc, l'idée, c'est de revenir, si vous voulez, à la racine de la notion de métaphore conceptuelle et de vraiment voir que, à l'origine, on vit des événements, on vit un certain nombre d'événements, hein, qu'il appelle basic events, et puis on a des capacités cognitives, des structures cognitives, et donc il y a ce qu'il appelle des scènes primaires, hein, qui sont le fait, comme je le disais tout à l'heure, voilà, nous tenons un objet, il tombe, bref. Ce qu'il appelle des scènes primaires, ce sont des scènes élémentaires de l'expérience ordinaire du monde. Donc ça crée des associations, par exemple, entre quelque chose qui tombe, qui se casse, donc le fait que tomber soit quelque chose de problématique. Et puis, alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire deconflation, c'est-à-dire une sorte de séparation de choses qui étaient associées, hein. Donc, et ce serait ce moment-là de deconflation qui aboutirait aux métaphores primaires. D'accord? Donc, vous voyez que on n'a pas l'apport de Grady ici. Ça consiste à aller à la source, à la racine des métaphores conceptuelles. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'il entend par métaphore primaire, et ça c'est intéressant parce que c'est quand même, à ma connaissance, bon, il y a peut-être eu d'autres choses, mais enfin, en tout cas, c'est le premier travail dans ce sens-là. Vous avez quand même les métaphores de base, donc qui sont organisées, vous voyez, en un petit nombre de catégories. Il y a les relations atemporelles, quantité, le degré, le temps, l'action, la structure d'événement, les affects, les relations sociales, et puis la pensée et la conscience. Alors, pour ce qui concerne les relations atemporelles, donc vous avez tous les exemples sont présentés de la même façon. Vous avez la formulation de la métaphore, sa motivation, et puis les exemples. Donc, par exemple, les attributs, les propriétés, etc., sont des possessions. Alors, par exemple, she's got a loud voice, donc elle a une voix puissante. Bon. Donc, c'est un attribut, c'est-à-dire une propriété. La voix
votre voix, c'est pas quelque chose que vous possédez. Hein. C'est une propriété de votre... voilà, c'est une propriété. Mais on le formule en termes de possession. Donc il y a bien une métaphore conceptuelle du type les attributs sont des possessions. Et alors, la motivation, ce serait qu'il y a une corrélation entre, entre les points de référence alors, une corrélation entre les cognitive relations, je ne sais pas trop comment dire ça, les points de référence cognitifs des relations, qu'est-ce que ça veut dire ça, et les relations physiques associées avec la possession. And or the tendency to categorize people based on objects and possess. Oui, bon. Vous voyez que là, la motivation, je ne sais pas comment vous la comprenez, moi je trouve ça un petit peu obscur. Disons que si on prend l'exemple de la voix, hein, et là, posséder une voix, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre un attribut et une possession? Voilà, ce serait l'idée qu'une propriété qu'a quelqu'un ou quelque chose est en relation avec ce quelqu'un ou ce quelque chose, comme une possession est en relation avec quelqu'un qui possède. Bon. D'accord, pourquoi pas, mais on est loin de la clarté des métaphores du type tristesse est en haut tristesse est en bas, la joie est en haut, etc. Bon, l'essentiel est interne. Le degré avec lequel un attribut est défini, c'est la profondeur, etc., etc. Passons à la deuxième catégorie. Donc, la deuxième catégorie, quantité et degré. Donc, on l'a vu d'ailleurs, ce cas-là tout à l'heure, hein, la quantité, c'est de la dimension du volume. Donc, par exemple, une grande quantité de travail. La quantité est une élévation au sens... on prend de la hauteur verticalement. D'accord ? Alors, la motivation dans l'idée que la quantité c'est du volume, elle est quand même assez évidente. Hein. Quand il y a beaucoup d'une certaine chose, ça fait du volume. Troisième type, le temps, l'action et la structure des événements. Le changement est un mouvement. Les états sont des localisations temporaires. Par exemple, ma voiture va de mal en pire ces derniers temps. Ce changement est bien vu comme un mouvement là, hein, à cause de gone ici, du verbe aller, hein, donc, qui est vu comme un verbe de mouvement. Bon, la motivation, elle est aussi assez évidente que le changement soit du mouvement. Mais évidemment, c'est une façon de percevoir les phénomènes linguistiques à laquelle il faut s'habituer, parce que je veux dire qu'on ne voit pas la métaphore en général derrière. Hein. On ne voit pas qu'il y a une métaphore conceptuelle dans ce type de situation, parce que ces choses-là sont ancrées d'une manière extrêmement profonde chez nous. Bon, les moyens sont des chemins. Alors ensuite, on a le quatrième type de métaphore conceptuelle, c'est donc dans le domaine de l'affect et des relations sociales. Bon, on retrouve un peu la même chose, hein, l'importance est liée à la taille ou au volume.
Alors, ou au poids. Hein. La difficulté, c'est de la dureté. D'accord ? Ça, c'est aussi très, très courant. Je ne sais pas, je pose la question aux étudiants chinois. Cette métaphore conceptuelle-là, que ce qui est difficile est dur, est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans votre langue ? Selon nous, c'est pas le même sens, les deux. Oui, mais on parle de la difficulté en termes de quelque chose qui est dur. Par exemple, it's a very hard problem to solve. C'est un problème, même en français, on dit dur pour dire difficile. Hein. C'est dur pour dire c'est difficile. D'accord, c'est de la polysémie, mais le sens de dur, le sens de base de dur, c'est quand même la dureté physique. D'accord ? C'est toujours un peu particulier parce que quand on parle d'une langue, on parle de l'anglais évidemment. Oui. Il n'y a pas d'ouverture vers d'autres langues, c'est clair. Alors que dans d'autres langues, même dans des langues européennes, sans aller très loin, c'est assez différent. Si vous dites ça en allemand, la difficulté, ça peut être la lourdeur. Ouais. C'est un autre concept. Oui. Tout à fait, mais il y a eu un certain nombre d'études dans d'autres langues. Après, il y a des comparaisons possibles. Hein. Là, la chose est faite sur l'anglais parce que, bon, voilà, ça vient des États-Unis. Mais je repose la question aux étudiants, étudiantes, donc qui ont une autre culture, une autre. Est-ce que cette idée que ce qui est quelle serait pour vous, spontanément, comme ça, la métaphore conceptuelle dans votre langue la plus naturelle pour parler de ce qui est difficile ? Apparemment, pour vous. En tout cas, c'est pas. On dit pas c'est dur. Genre, ouais. Il est dur comme une pierre, quoi. Enfin, on dit pas ça. Ouais. Non. La difficulté, plutôt. Ce qui est difficile, peut-être compliqué. Oui, mais là, c'est encore une chose abstraite. Il faudrait trouver quelle est la métaphore. Ouais, il n'y a pas vraiment un métaphore pour dire ça. Enfin, on dit pas Dieu. Ouais. Et dans d'autres langues, donc on disait, en allemand ça peut être schwer, c'est-à-dire lourd. Dur ? Oui. En italien, c'est pareil. Ouais. Non, mais je pensais plutôt le contraire. Enfin, pour la facilité, on n'a pas. Oui, on ne dit pas que c'est mou quand c'est facile, hein. Pas forcément. Effectivement, la systématicité de la métaphore, là, elle est un petit peu remise en question. Oui. J'ai une question. Comme on avait dit que la quantité est aussi un volume, est-ce qu'on peut intervertir l'importance et la quantité dans les métaphores ? Oui, c'est-à-dire que là, c'est toujours, si vous voulez, ces métaphores conceptuelles, à partir du moment, surtout pour les cas des métaphores primaires, hein, à partir du moment où elles sont fondées sur l'expérience corporelle, les paramètres sont en nombre relativement limité. Comment on va décrire on ne dispose pas d'une infinité de concepts pour décrire notre vie corporelle. Effectivement, il y a le lourd, le léger, bon, si on s'interdit d'entrer dans l'abstrait, hein, mais qu'on prend en considération uniquement des choses, des paramètres physiques. Peut-être que d'ailleurs, il faudrait commencer par là, c'est-à-dire essayer de donner une liste des attributs physiques possibles, soit des adjectifs, soit des possibilités qu'on a dans une langue donnée, de décrire l'expérience physique du monde, hein, l'expérience corporelle du monde, pour voir dans l'ensemble de ces descriptions possibles quelles sont les expériences qui sont prises comme source de certaines métaphores. Sur le difficile et le facile, il y a, c'est développé à date plus ou moins récente, aussi bien en français, je pense qu'en anglais, l'opposition entre le chaud et le froid. Hein.
c'est chaud pour dire c'est difficile, c'est cool, c'est frais. Hein, il y a une opposition comme ça. Oui, lourd, léger, effectivement. Même, vous voyez, lourd, par exemple, ça se dit aussi pour quelqu'un qui est lourd, c'est-à-dire au sens pénible, etc., ou maladroit. Donc, il y a bien quelque chose autour de la conceptualisation du poids qui est pris en charge, autour de la conceptualisation du léger aussi, hein, parce que le léger, c'est perçu comme quelque chose de... Ben oui, d'assez facile, mais c'est pas tout à fait facile, mais voilà, facile à vivre, etc., etc. Bon. Donc, alors, et le dernier cas, oui, je termine pour les métaphores conceptuelles liées à la pensée et à la conscience, juste en donnant un ou deux exemples de nouveau. Voilà, la pensée et la conscience. Alors ça, c'est beaucoup plus classique, hein, ça vient de Platon. Hein. Le fait que connaître, comprendre, c'est voir. Ça, c'est une métaphore conceptuelle qui est chez Platon. Hein. Et alors ça, on le voit, enfin, je suppose que dans toutes les langues. Est-ce que pour le chinois, ça marche aussi? Comprendre, c'est voir. Au sens où en français, on dit « je vois ce que tu veux dire », au sens de « je comprends ». Ah, il faut rien comme nous. Alors, quelle serait pour vous la métaphore conceptuelle? Parce qu'en français ou dans d'autres langues, il y a aussi, et même en anglais, grasp, c'est-à-dire saisir. Hein, prendre ensemble, l'étymon latin cum praendere, comprendre, c'est prendre ensemble, saisir, etc., pour comprendre. Alors, il y a un certain nombre de métaphores conceptuelles. Est-ce que vous en voyez en chinois? Est-ce que c'est facile de trouver des métaphores conceptuelles pour dire comprendre, avec donc des expressions assez concrètes pour dire comprendre? Selon moi, chez les jeunes générations, genre nous, Ouais. sur Internet, on va utiliser le mot anglais get, par exemple. Ouais. Ouais, mais en chinois, on n'a pas vraiment un mot. Donc get, là, c'est avoir, c'est posséder. Hein. Comprendre, c'est s'approprier. Ouais, ou en fait, c'est la même chose, en fait. Mais oui. Purement en chinois, je pense pas. Enfin, on a un autre mot pour dire comprendre. Je saisis le bois que tu as pris. Saisi. Ah bon, bah là, ça commence à être intéressant, parce que là, ça veut dire prendre, saisi. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Oui, il faut essayer de penser à des expressions imagées, des façons un petit peu imagées de dire comprendre. Mais voyez, il y a dans le concept de comprendre, il y a évidemment une métaphore ontologique sous-jacente qui est l'idée que notre esprit est un contenant, hein, et qu'on attrape des choses pour le mettre dedans, ou qu'on voit ce qui est à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Bien, donc pour conclure donc sur ce point, je pense que si on travaille sur les métaphores conceptuelles, c'est indispensable de jeter un œil sur cette thèse de Grady, qui est assez peu, au fond, beaucoup moins diffusée bien sûr que les travaux de Lakoff, mais qui à mon avis mérite d'être examinée. Et puis, encore une fois, mais je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, ce travail sur les métaphores conceptuelles, il est au fond... Les modes linguistiques ont fait que peu de gens maintenant travaillent là-dessus, travaillent sur d'autres choses, mais le sujet n'est pas épuisé. Je veux dire, il y a vraiment encore des choses à faire, surtout si on veut arriver à des choses qui ont une valeur scientifique un petit peu stable. Parce que ce qu'ont apporté Lakoff et Johnson, c'est l'idée, c'est le concept, c'est quelques exemples. Mais la systématisation de cette idée, on ne l'a pas encore. Et ça, c'est un travail qui reste à faire. Bon, donc nous avons une semaine de vacances, je ne vous dis pas qu'il faut le faire pendant les vacances, mais donc voilà, nous nous retrouvons la semaine, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, et je vous remercie de votre attention, et donc dans 15 jours.